Bonjour à tous, hello everybody. Je suis vraiment ravi d'être une nouvelle fois conférencier à Magento Live. Cette fois-ci, je ne vais pas parler d'Aclineo, du PIM. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et ce sujet, c'est Magento et le cloud hosting. Juste avant, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Aymeric Heithamer, directeur de projet technique au sein de l'agence DND et spécialiste déjà depuis 2008 sur Magento. Comme vous pouvez voir derrière moi, DND est experte sur la solution Magento. On a déjà pratiquement 13 personnes certifiées et on a travaillé sur beaucoup de projets. Vous pouvez voir les différentes marques ici. Il faut savoir que ces projets sont tous différents, d'un point de vue design, d'un point de vue fonctionnel ou même d'un point de vue technique. Mais par contre, ils ont deux points communs. La première, ils sont sur Magento. Ça me paraît évident, sinon je ne serais pas là. Mais la deuxième, c'est qu'ils veulent réussir à vendre. Et une fois qu'on a le design, une fois qu'on a un sell Magento, une fois qu'on a fait des actions marketing, il y a deux choses qui sont vraiment, vraiment importantes pour les sites et pour vendre. Première chose, la vitesse. Et deuxième chose, la disponibilité. Personne ne veut que son site tombe juste avant une action marketing ou le soir. Et c'est pour ça que je vais vous présenter donc, cette conférence. Donc on va commencer par qu'est-ce que le cloud hosting, petite définition. Ensuite, les bénéfices. Pourquoi passer sur le cloud? Pourquoi mettre Magento sur le cloud? Ensuite, j'irai un peu plus en profondeur sur la partie technique avec l'architecture et la configuration de Magento. Et je finirai par un petit focus sur Magento 2 avec le cloud. Et en conclusion, un cas client Lancaster. Et on finira par les questions. Alors, petite définition. Alors, vous pouvez en trouver vraiment plein sur Internet. Celle-ci, moi je l'aime bien, parce que je trouve qu'elle est la plus représentative de ce que c'est le cloud. Donc je vais la lire avec vous. Hein. Le cloud hosting est un modèle qui permet un accès omniprésent, pratique et à la demande à un réseau partagé et à un ensemble de ressources informatiques, stockage, services, applications, configurables qui peuvent être approvisionnées et libérées avec un minimum d'administration. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette définition? Simple. On demand. Première chose, tout le monde a fait la vidéo on demand, la VOD. C'est le plaisir, vous êtes chez vous, vous voulez regarder un film, vous cliquez, le film démarre. Et bien là, c'est la même chose. Vous voulez un serveur, vous cliquez, votre serveur est là. Il y a la partie ressources. Vous voulez une database, une base de données, aucun problème. Vous voulez du stockage pour votre espace disque, pas de problème. Il y a la partie service. Vous avez besoin d'un service de streaming, vous avez besoin d'un service pour pouvoir envoyer vos mails. Vous avez besoin, je ne sais pas, de rien que d'avoir une alerte si votre site tombe. Tous ces services sont aussi disponibles dans le cloud. Omniprésent. Votre site est en France? Ah non, maintenant il est en Allemagne. Hein, maintenant il est en Chine. Ah, maintenant il est en Amérique. Vous pouvez choisir où placer votre architecture et vous pouvez avoir plusieurs architectures dans différentes régions. Et pour terminer, faible administration. Tout simplement, vous avez des boutons, des API, tout est automatisé. Vous n'avez plus de place sur votre disque dur, il vous manque 50 Go, vous appuyez sur un bouton, plus 50 Go. Vous avez besoin d'une nouvelle database, vous cliquez sur un bouton, vous avez une nouvelle database. C'est magnifique, hein? Mais maintenant, il faut choisir le bon partenaire, le bon acteur. Alors il y en a plein. Alors j'en ai pris 3 hein, comme exemple, hein, mais il y en a beaucoup plus. Alors comment choisir? Quels sont les meilleurs d'entre tous? En fait, il faut regarder les offres. Et je peux vous avouer que c'est assez difficile. Vous regardez par exemple le coût. Le coût d'un serveur pour, par exemple, Google est inférieur à 20% par rapport à Amazon. Donc c'est moins cher à l'heure. Par contre, si vous prenez une instance réservée, pendant 1 an chez Amazon, Amazon sera moins cher de 30%. Idem, les services sont différents. Si vous faites de la big data, si vous voulez enregistrer 1 Tera de données avec beaucoup de données analytiques, Google, parfait pour ça. Par contre, Google n'aura pas de service d'API. Il n'aura pas de service pour le mobile. Il n'aura pas de service de streaming de vidéos, par exemple. Donc, il faudra vraiment choisir en fonction de vos besoins. Et enfin la géolocalisation. Il faut savoir que, par exemple, sur Google, il va vous présenter 5 régions. En Europe, en Asie, etc. Amazon en a plus de 10. Vous pouvez héberger votre site à Séoul, en Corée, en Irlande, en Allemagne, en Oregon, en Virginie. Donc, à vous de choisir, vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Les bénéfices. Pourquoi passer en cloud? Première chose, l'architecture est plus flexible. Alors, vous avez tous joué au Lego hein, quand vous étiez plus petit. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez basonné, du stockage. Et en fait, vous jouez au Lego, c'est-à-dire que vous placez votre architecture et vous pouvez organiser, dessiner l'architecture que vous souhaitez. Le cloud vous dit, et surtout Amazon vous dit, vous avez une architecture, dessinez-la moi et je vous la produis. Le coût est plus faible. Vous n'utilisez vous payez que ce que vous utilisez. C'est-à-dire, votre pré-prod que vous utilisez que du lundi au vendredi, en fin de compte, le samedi et le dimanche, vous pouvez la fermer. Donc, ce qui va permettre tout simplement de ne payer que pendant 5 jours sur 7. Enfin, plus rapide.
Comme je vous ai expliqué, c'est des Lego, c'est-à-dire que vous avez différentes parties et chaque partie est dédiée à un objectif. Et c'est pour ça que l'optimisation est bonne. La database ne fait que de la gestion de données. Le cache ne fait que délivrer du cache. Et donc, pour ça, c'est plus rapide. Et meilleure disponibilité, comme je vous ai expliqué, multi-région, multi-data center, en Allemagne, en France, en Amérique. Si, par exemple, la France se coupe, les utilisateurs peuvent être redirigés vers l'Amérique. Donc, vous avez toujours un site disponible. Et pour Magento, qu'est-ce qui se passe? La maintenance est plus simple. Oui, effectivement, Magento, comme vous savez, a beaucoup de cache ou a beaucoup de médias. Et à un moment, votre hébergeur va vous envoyer un mail en disant « vous n'avez plus de place ». Et là, c'est très simple. La maintenance est plus simple parce que vous cliquez sur un bouton et vous augmentez votre espace disque. Plus rapide. Encore, comme je l'ai dit, chaque ressource est dédiée à quelque chose. Et donc Magento, une fois connecté à ces différentes ressources, est plus rapide en lui-même. Et la scalabilité. Donc, au niveau des architectures, vous pouvez augmenter l'architecture ou la diminuer à votre guise. Comme c'est on demand, si vous savez que vous avez une action marketing le lendemain, il vous suffit juste de cliquer et de créer un nouveau serveur pour pouvoir accueillir plus de personnes. Architecture. Partie un peu plus technique. Je vais essayer de trouver les mots pour ceux qui ne sont pas techniques. Alors, je vais vous montrer 3 architectures. On va appeler T1, T2, T3. Tout simplement. En termes de... Ça, c'est un T1, c'est la première architecture, la plus petite. Qu'est-ce qu'il faut pour que Magento fonctionne? Première chose, il va falloir des URL. Pourquoi? Parce que forcément, l'internaute va devoir cliquer quelque part ou entrer une adresse pour accéder à votre site. Ensuite, on a une partie instance. C'est ici que c'est ce serveur qui va permettre de traiter votre code PHP. Et ensuite, il y a 2 autres parties qui sont importantes. Le stockage, pour toute la partie média, et la database pour toutes vos données. Avec uniquement ces 4 composants, ces 4 blocs, vous pouvez faire tourner un Magento. Alors les avantages, c'est simple, c'est pas cher, d'accord? Une architecture comme ça sur Amazon, ça coûte environ 50 € par mois. C'est rapide à mettre en place, que 4 blocs à mettre, et surtout que c'est idéal pour les environnements de pré-prod. Par contre, c'est uni-data center, c'est-à-dire qu'on pouvait le mettre que dans un seul data center, et effectivement, ce n'est pas scalable, vous ne pouvez pas augmenter, d'accord? Deuxième architecture, celle-ci, la T2. Donc ça, c'est un peu plus gros, c'est-à-dire que vous avez toujours une partie URL, vous avez toujours une base de données et du stockage, mais il y a deux autres blocs qui se sont ajoutés. Le premier bloc, c'est LB, le load balancer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu technique. Il va distribuer la charge en fonction du nombre de visites. Donc si vous avez 10 000 visites, il va envoyer par exemple 3300 ici, 3300 ici, 3300 ici. Il va répartir la charge. Ce qui est intéressant sur ce modèle-là, c'est que plus vous avez de personnes, plus vous pouvez augmenter le nombre de serveurs. Et donc, vous pouvez répartir le nombre de visites par serveur. Et donc, avoir un site plus stable et plus rapide. Un autre bloc qui a été ajouté, c'est la partie cache. Effectivement, maintenant que vous avez plusieurs instances, il faut que ces instances dialoguent avec le stockage pour les médias, avec la base de données pour les données, mais surtout le cache. Le cache ne peut plus être intégré dans l'instance, il doit être sorti. Donc voilà tous ces avantages. Plus performant que le T1, meilleure disponibilité, scalable. Mais les défauts, effectivement, il faut modifier un peu votre applicatif et c'est un peu plus cher que le T1. Et on va finir par le dernier. Donc la partie T3. Moi, je l'aime bien l'appeler le Godzilla puisque c'est une grosse architecture, mais c'est le plus stable de tous. D'accord? C'est une haute disponibilité. C'est-à-dire, tout simplement, vous avez dupliqué le T2, mais à différentes régions. Donc, imaginons que cette partie-là est hébergée en France, et que cette partie-là est hébergée en Allemagne. Automatiquement, si une instance tombe, vous avez toujours l'autre. Si toutes les instances tombent, automatiquement, les URL vont rebalancer sur la partie France. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très rapide, très stable, haute disponibilité, disponible mondialement, puisque vous pouvez dupliquer cette architecture sur différentes régions. Par contre, défaut, coût très élevé, et bien sûr, la modification d'une grande partie de Magento. Magento va devoir dialoguer avec plusieurs databases, d'accord, va devoir dialoguer avec plusieurs types de cache, et va devoir dialoguer avec un CDN et un S3. Donc c'est à bien préparer. La configuration. Donc maintenant que vous avez votre architecture, vous allez installer votre Magento. Il va falloir faire quelques modifications. Première modification, c'est les fichiers. Alors tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se trouve entre le serveur et l'applicatif. Ce sont des fichiers de configuration. Et Magento en possède plusieurs. Il possède le htaccess et le local XML. Et ces 2 fichiers, on va devoir les générer en fonction de l'architecture. Effectivement, pendant un moment, vous avez une base
donc vous déclarez dans votre fichier local XML une seule base. Mais 10 minutes après, vous avez une deuxième base. Magento doit savoir qu'il y a une deuxième base. Donc il va falloir modifier ces configurations en fonction de votre architecture. On n'est plus dans un mode où vous changez votre applicatif par rapport à là où il est. C'est que l'applicatif doit se changer par rapport à ce qui se construit autour de lui. Il doit savoir combien j'ai de bases de données, combien j'ai de front, combien j'ai d'URL. Et tout ça doit être dynamique. Si vous voulez être complètement agile avec votre architecture, une architecture flexible, il faut que votre applicatif soit également flexible. Et pour ça, il faut sortir les dossiers médias et var. Ce sont des dossiers où Magento va écrire dedans. Et ces dossiers-là, il faut les sortir complètement. Puisque plus vous avez de serveurs, plus vos médias vont être dupliqués. Et il faut recentraliser au sein d'un seul et même système vos médias et vos données variables. Et pour finir, mettre bien votre Magento sur du Git ou sur un système de versionning comme SVN et de bien penser au déploiement, que c'est un déploiement continu ou un déploiement manuel. Il va falloir déployer sur différentes instances, puisque des fois vous pourrez déployer sur 2, mais demain vous pourrez déployer sur 10 instances. Donc il faut le prévoir. Sur la base de données, alors ce que peut-être vous n'avez jamais fait, mais ça marche sur Magento 1 et ça marche encore mieux sur Magento 2, c'est la séparation de la base de données. C'est-à-dire que vous pouvez séparer en disant, bah voilà, j'ai créé une base de données uniquement pour mes clients, une base de données uniquement pour mes stocks et une base de données uniquement pour mes commandes. Donc vous allez pouvoir comme ça avoir une meilleure disponibilité et surtout des temps de performance, des temps de réaction plus rapides. Vous pouvez aussi séparer en deux types. Vous pouvez faire une base qui ne fait que de l'écriture et une base qui ne fait que de la lecture. Encore une fois, n'hésitez pas à séparer. Vous pouvez créer à la demande autant de databases que vous voulez, donc n'hésitez pas à le faire. Pensez aux sauvegardes et restaurations, puisque quand vous avez 10 databases, il va falloir sauvegarder 10 fois, il va falloir aussi restaurer 10 fois. Donc il faut bien penser à cette partie-là. Et ensuite, de penser aux configurations spécifiques, comme je l'ai expliqué. Plus vous avez de databases, plus Magento va devoir stocker l'information des différentes databases. Donc il faut penser à la configuration et le préparer dynamiquement. Et pour finir, les médias, j'en parlais avant, c'est de stocker tous vos médias dans des services de stockage et surtout de distribution. Donc Amazon a un système qui s'appelle S3 qui est très puissant, qui permet de distribuer l'information. Et vous pouvez ajouter devant un CDN. Ce CDN va pouvoir effectivement d'enregistrer en cache les images et de pouvoir les distribuer tout autour du monde aussi rapidement que si les images étaient hébergées juste à côté de chez soi. Et bien sûr, la gestion du cache de Magento à bien prendre en compte sur la partie stockage. Magento 2. Donc, nouvelle version de Magento, hein, tout le monde a entendu parler depuis quelques jours. C'est pour nous, techniquement, une vraie marche. C'est un niveau supérieur techniquement, même si peut-être vous pouvez le ressentir en termes de fonctionnalité, c'est à peu près la même chose que Magento 1, mais réellement, quand vous rentrez dans le code, vous sentez que Magento a fait des réels progrès à ce niveau-là. Et quels progrès ils ont fait? Plus de flexibilité via la console. Effectivement, une ligne de commande va vous permettre de se faire une sauvegarde de la base de données, de pouvoir réindexer, même de pouvoir installer Magento en une ligne de commande. Et ça, quand vous êtes en cloud, c'est super. Vous lancez une ligne de commande sur tous vos serveurs, ça installe les Magento au même moment. Le déploiement est plus rapide. Ils ont pensé à utiliser Composer pour la gestion des extensions. Et donc du coup, si vous devez installer un module, vous rajoutez une ligne dans votre Composer et tous les instances où vous installez Magento vont avoir ce nouveau module qui va s'installer automatiquement. Le code est testé de qualité, ils ont fait des efforts aussi à ce niveau-là sur Magento 2. Vous avez du PHP Unit, vous avez des tests unitaires, et effectivement, c'est appréciable, puisque quand vous déployez Magento sur différentes régions et différents environnements, au moins vous avez la garantie que votre site va tourner correctement. Et une meilleure gestion de l'upgrade, donc comme je l'ai parlé avec Composer, la gestion des modules se fait plus simplement et aussi tout est vraiment plus modulaire, c'est-à-dire tout est regroupé au sein d'un seul et même dossier et vous pouvez activer ou désactiver les dossiers. Plus rapide et plus scalable, effectivement, on a reçu les différentes statistiques de Magento 2 et effectivement vous pouvez faire plus de commandes, vous pouvez accueillir plus de clients, vous pouvez enregistrer plus de produits dans votre base et en plus de scalabilité, surtout sur la version Enterprise qui est une version de cluster database où vous pouvez gérer plusieurs databases sur la version Enterprise. Cas client. Alors, c'est bien beau de parler du cloud, de Magento 2, des architectures, mais est-ce qu'on peut l'utiliser maintenant? Est-ce que dans la pratique, ça marche? Bah oui, nous on l'utilise déjà pour nos clients. Donc j'ai pris un cas ici, c'est Lancaster. On l'utilise aussi pour d'autres de nos clients que vous avez pu voir comme Copin ou GSM. Alors pour l'instant, on l'utilise que pour les environnements de pré-prod. C'est-à-dire que moi, j'ai mon client qui veut tester une nouvelle fonctionnalité. J'ai mon développeur qui a envie de tester cette fonctionnalité et la tester. Et il clique. 5 minutes après, Magento et hop, on a une URL, on clique sur URL, on arrive sur Magento, on fait nos tests.
Tout est bon, OK pour vous. Au bout de 2 heures, le test est terminé. On ferme et on détruit l'architecture. Ça a coûté pour le client 1 euro. Et au moins, ils ont eu une architecture et un Magento identiques à ce qu'ils avaient en production. Les architectures cloud sont optimisées et configurées pour Magento. Comme je vous ai dit, on est expert depuis plus du temps en Magento. On connaît toutes les petites configurations dans l'applicatif et on sait changer le code de Magento et le configurer pour qu'il puisse s'adapter en fonction de l'architecture cloud. Le système de déploiement avancé. Donc on a mis en place sur Amazon un système de déploiement plus rapide qui permet de sécuriser. C'est-à-dire que vous avez 3 instances. On va déployer sur la première instance. Est-ce que Magento marche? Pas de problème, on continue à déployer sur la deuxième. Ça marche toujours, la troisième. Si le premier déploiement ne fonctionne pas, on ne va pas déployer sur les autres instances. C'est-à-dire que le bug, le problème, il n'y a qu'un tiers de vos clients qui vont le voir quand c'est un déploiement en production. Et ça, c'est agréable. Mise en production prochainement d'une plateforme haute disponibilité. Alors, pas le Godzilla, le T3 que je vous ai montré. On va commencer avec un T2. Et j'espère à la fin de l'année de pouvoir faire des T3 multi-régions à travers le monde sous Amazon. Et bien sûr, surveillance d'application. Alors vous allez me dire, oui, surveillance, il y a plein d'outils qui le font. Ils vont nous dire simplement, attention, votre site est tombé. Ou attention, votre site est trop lent. Le système d'application, le système de surveillance qu'on a mis en place permet tout simplement de créer des actions suite à une surveillance. Il n'y a plus de place sur le disque dur, on l'augmente. Il y a trop de requêtes dans la database, on ajoute une database. Magento a du mal à compiler ou à indexer, on rajoute un serveur. Imaginez à chaque fois que vous indexez, vous avez des ralentissements en front office. Si vous indexez tous les soirs à 1 heure, entre 1 heure et 2 heures, créez un serveur entre 1 heure et 2 heures juste pour faire ça. Ça vous coûtera 1 euro, mais au moins votre site ne sera pas ralenti. J'ai été un peu rapide, mais comme ça on aura du temps pour les questions. C'est bon pour les différentes questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Allez-y, n'hésitez pas, on pourra échanger. Merci. Vous parlez, moi je suis dans le cas d'un T3 très bien. Là, en dédié, mais pas en cloud, mais en T3. Vous parlez de séparation de bases de données afin de gagner en performance. Quand le goulot d'étranglement se situe pas au niveau de la lecture, mais au niveau de l'écriture, avons-nous des moyens, outre Magento 2, qui, comme vous disiez, avec les clusters, y a-t-il des moyens via le cloud d'enlever ce goulot d'étranglement, ou est-ce que c'est natif et on ne peut pas y faire grand-chose? Si. Alors vous avez deux façons, effectivement. Vous pouvez séparer en lecture, c'est-à-dire que toutes les requêtes de lecture, de récupération de données, c'est une database, et l'écriture, une autre database. Maintenant, comme j'ai expliqué, vous pouvez aussi séparer les bases de Magento en catalogue, stock, order. C'est-à-dire que dans la configuration de Magento, dans le fichier local XML qui déclare les bases de données, vous pouvez dire Magento, si une requête est faite sur les stocks, c'est cette base de données. Écriture ou lecture. Si c'est par exemple sur les clients, c'est une autre base de données. Ça vous permet réellement de pouvoir éviter ce goulot d'étranglement. Si ça peut répondre à votre question. I have sorry, I'm going to switch to English for a second. I have a follow-up for your answer there. In Magento 2, we've also introduced separating for multiple masters, multiple write databases, as well as the support for MySQL cluster. So with those together, we're fairly confident that any bottlenecks in writes will be pretty much eliminated. Est-ce que... Oui. Micro. C'est bon. Oui. Donc bonjour. Comment aujourd'hui on gère le licensing Magento avec du T2 ou du T3? Très bonne question, et je pense que Aaron va pouvoir répondre aussi. Il faut savoir que sur Magento 1, le système de licensing était en fonction du nombre de serveurs. Ce n'est plus le cas sur Magento 2. Le système a évolué, le modèle de licensing a évolué. Vous pouvez créer autant de serveurs que vous voulez en front, en back-office, en pré-prod. Normalement, vous ne payez pas en fonction du nombre des serveurs. Si tu veux rajouter quelque chose, Aaron? Yeah, so we have taken a different approach to our licensing with Magento 2 because we want to allow for no restrictions in hosting pretty much anymore. We want you to be able to host however you want, wherever you want, with as many servers. We'll be determining that on a kind of a case-by-case basis at Magento. So if you have very specific questions, you can come and find me afterward and we can chat. Aaron? Cloud transformation is more suitable for Magento 2. If you would mind repeating that.
We're recording, so I want to make sure. Okay, so the cloud transformation is more suitable with Magento 2 than Magento 1.x? I would say on a number of fronts, yes. Magento 2 is more cloud friendly than Magento 1 in that regard. Bien sûr. D'autres personnes? Questions? Any more questions? Ok. Vous pouvez nous retrouver au stand tout en bas, et si vous voulez des démonstrations de Magento qui tournent effectivement sur du cloud, spécifiquement sur de Amazon, n'hésitez pas, on sera ravis de vous faire une démonstration, et si vous avez plus de questions techniques que d'architecture, n'hésitez pas à me voir juste après. Merci beaucoup, merci à tous.